Donc voilà, avant la pause café, une dernière présentation donc, sur la construction en terre. Donc je me présente, Emmanuel Keita, donc je suis chercheur au laboratoire Navier. Et donc je travaille entre autres sur la construction en terre. Donc, ça change un peu par rapport à ce qu'a présenté Jean-François juste avant, où c'était très high-tech, on va dire, robots, etc. Là on passe sur le low-tech, construction en terre. Retour à des constructions simples. Je vais présenter un peu le contexte, justement le côté pourquoi on s'intéresse à nouveau à ces matériaux. Et puis je vais donner quelques éléments sur un peu ce qu'on fait au laboratoire sur ces matériaux, donc au niveau des argiles, de la façon de formuler ces matériaux, et puis surtout un des gros problèmes qui est la résistance à l'eau de la terre. Alors du coup voilà, la construction en terre c'est quelque chose qui revient mais qui est très ancien et en fait très répandu. Hein. Donc je sais pas quelle image vous en avez, mais en fait c'est quelque chose qui est actuellement, si on regarde actuellement, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des constructions qui contiennent de la terre crue. Donc après, les estimations sont pas toujours très précises, mais on estime que c'est donc un tiers de la population qui vit vraiment dans une maison en terre crue ou dans une habitation en terre crue, et la moitié dans une habitation qui contient au moins partiellement de la terre crue. Donc, ce qui change un peu peut-être de l'image qu'on a des constructions récentes. En France, on va dire après la Seconde Guerre mondiale, où là on a beaucoup construit en béton. En fait, quand on regarde, le bâti existant, c'est beaucoup de la terre. Et ça se voit aussi dans le patrimoine de l'UNESCO, hein, où presque 20% du patrimoine mondial est en terre crue. Alors en France, on le voit en France quand même qu'il y a des constructions en terre, surtout en zone rurale où on voit des fermes ou des bâtiments où on voit vraiment apparent la terre. Et puis on a peut-être aussi cette image de pays très arides, comme là au Yémen, où il y a cette ville de Shibane, où il y a des immeubles qui font jusqu'à 8 étages, et donc 30 mètres de haut, et qui sont en terre. Alors en fait, il y a beaucoup d'autres choses qui se font. Donc des architectes contemporains qui construisent en terre. Mais en fait, également dans des constructions neuves, des fois on a des constructions en terre, on s'en rend pas forcément compte. Hein, donc là, une construction en terre en France qui passe, on va dire, inaperçue. Au moins le matériau de construction passe inaperçu dans l'urbanisme. Et puis dans les bâtiments anciens en France, en fait, on a aussi beaucoup, parce que là je disais les chiffres au niveau mondial, mais en France on est finalement dans les mêmes ordres de grandeur. On a quand même un quart, un tiers des constructions qui sont en terre. Et là par exemple à Lyon, c'est un exemple où finalement quand on a un enduit là sur un pignon qui se décolle, on se rend compte que le bâtiment est en terre. Sinon, si on avait le même bâtiment avec l'enduit, personne ne se serait rendu compte qu'il était en terre. Il y a des travaux d'ailleurs, surtout sur la région lyonnaise, pour justement, quand il y a des travaux de ravalement, essayer de faire un recensement des matériaux de construction. Et on se rend compte que dans le vieux Lyon, c'était presque la moitié des bâtiments qui sont en terre. Donc à travers le monde, donc là j'ai montré quelques exemples un petit peu pour illustrer ça. Ce qui est intéressant sur la Terre, c'est qu'en fait on a beaucoup de techniques. C'est ça qui permet à la Terre finalement de s'adapter. On a alors une technique qui est, ah oui là j'ai mis les termes en anglais, mais une technique qui est assez esthétique et que souvent on repère facilement, donc le pisé, hein, c'est de la terre compressée. Mais on a aussi des techniques finalement aussi répandues qui sont l'adobe. En fait, c'est des briques de terre simplement moulées. Hein, voilà. Comme si on prend de la boue, on la moule, on laisse sécher au soleil, et ça fait des briques. Et on arrive très bien à construire des habitations de cette façon-là. Et puis, alors, une version plus, on va dire, plus moderne et plus récente, c'est les briques compressées, qui en fait reprennent un petit peu le côté compacté et briques, et qui sont beaucoup plus récentes en fait, hein, qui existent depuis les années 50-60 uniquement.
Et puis, donc pour finir les images, je ne sais plus trop où pointer, oui, si je pointe là, voilà. Il y a deux techniques, alors je peux faire celle-là d'ailleurs, sur la bauge, où là on fait vraiment un mur en place, on construit notre mur directement en place, souvent mélangé avec de la paille. Et puis pour finir sur les illustrations, on a des techniques où là justement c'est des constructions en terre, mais en fait où c'est souvent du remplissage en terre. On a des structures en bois et puis on vient remplir les interstices avec de la terre. Et pour être vraiment complet, on utilise aussi de la terre en enduit sur beaucoup de constructions. À nouveau, parce que c'est des matériaux qui sont très disponibles et très faciles finalement à mettre en œuvre dans différentes techniques. Okay. Et donc un petit résumé justement de ces différentes techniques. Donc on a vraiment finalement une possibilité de mettre en œuvre la terre dans tous ces états, donc ce qu'on appelle des états plutôt solides, où on a mis peu d'eau et on a des matériaux qui sont déjà voilà, mécaniquement considérés comme des solides à l'état de la mise en œuvre, ou des matériaux plus plastiques, on va dire plus proches de boue, voire de liquide. Et en fait, à tous les niveaux d'état du matériau, on peut construire en terre. Et souvent, ce qui est fait, bien sûr, c'est d'adapter ces méthodes de mise en œuvre à la terre disponible. Alors, je reviens quand même sur voilà, le côté intérêt renouvelé de ces techniques qui sont anciennes. Donc, je disais, voilà, il y a les briques compressées qui sont plutôt des années 50, mais sinon, toutes les autres techniques, j'ai pas donné forcément de date, c'est plutôt de l'ordre des millénaires pour les différentes techniques de construction en terre. Mais donc il y a un intérêt vraiment à la renouveler. Alors on en parlait quand même. Hein, bon, je ne vais pas forcément redire. Alors je peux quand même dire un petit peu de mal du ciment. Alors, voilà, dans la construction. Dans la construction, on utilise beaucoup de béton basé sur quand même le liant cimentaire. Alors on fait des efforts hein, sur les ciments, mais de toute façon, si on utilise des ciments à base de clinker, on est obligé pour récupérer du calcium d'enlever une molécule de CO2. Alors elle sera recapturée 100 ans plus tard, mais je ne serai plus là. Mais voilà. Donc on a quand même ce côté, on émet beaucoup de CO2 à la production. On est obligé de chauffer pour en plus enlever cette molécule de CO2. Donc ça fait vraiment souvent encore du CO2 émis pour atteindre ces températures de plus de 1000 degrés. Donc le ciment, en tout cas, pose des questions. Alors la construction en terre, voilà, je dirais pas trop de plus sur le ciment, mais voilà. La construction en terre, ça prend vraiment le contre-pied, au sens où il n'y a pas de réaction chimique, parce que j'ai parlé voilà, du côté calcium, et puis aussi au niveau des procédés, on essaye d'avoir des procédés les plus simples et les moins énergivores possibles. Alors d'autres raisons également pour s'intéresser à la Terre, c'est qu'en fait on a des problèmes de ressources. Donc voilà, si je reviens sur le béton, c'est donc du ciment, mais aussi beaucoup de granulats, et on a besoin donc de granulats pour construire. Alors on en manque. On utilisait beaucoup de granulats alluvionnaires. Maintenant, on utilise beaucoup de granulats concassés. Donc comme dans l'image en haut, on prend des roches qui sont broyées. Et donc l'ordre de grandeur en France, c'est 200 millions de tonnes de granulats concassés par an qui sont utilisés. Et en même temps, pour souvent les mêmes travaux de BTP, on excave des sols. Enfin, ici, vous avez les travaux du Grand Paris Express, mais en fait, même quand vous excavez pour des constructions d'habitation, vous avez beaucoup de terres excavées qui sont aussi dans l'ordre des dizaines de millions de tonnes de terre excavées par an. Donc si on pouvait utiliser une partie de cette terre plutôt que utiliser des granulats et du ciment, ça ferait aussi une réduction du stress sur les ressources. Et puis dernier argument que je vous donne, en tout cas sur la construction, l'intérêt de la construction en terre, c'est l'adaptation au changement climatique. Donc l'idée c'est que quand on est dans un habitat en terre, c'est
plus agréable, on a un meilleur confort que dans un bâtiment classique, on va dire, conventionnel. Et donc, la raison à cela, donc bon, oui, ici j'ai remis un graphique, bon, vraiment général pour donner l'idée que c'est pas seulement la température, hein, il y a beaucoup de choses qui se font principalement basées sur la température actuellement dans les règles de construction. En fait, il y a quand même un fort impact de l'humidité. Donc bon, bien sûr, quand on construit en terre, on va souvent avoir des murs plus épais si on a une moins bonne résistance mécanique des matériaux. Donc des murs plus épais, ça veut dire plus d'inertie des matériaux. Et donc on va avoir une température qui va être plus lissée sur le temps. Mais c'est pas tout, on a aussi un effet de tampon hydrique. Donc là, j'ai mis un exemple de manip qu'on fait au laboratoire. Donc sur une terre, en changeant l'humidité. Donc entre 0 et 90% d'humidité, on voit qu'en fait notre terre, elle va prendre 6% en masse. Donc ces 6%, c'est de l'eau qui est capturée de l'humidité. Et en fait, bon, je ne sais pas si ça paraît peut-être pas beaucoup, 6%, mais justement sur des murs qui font plusieurs centaines de kilos, en fait, on va vraiment réussir à capturer l'humidité de la pièce et à réguler l'humidité. Et donc ça apporte vraiment un confort très important, et puis par rapport à simplement réguler la température. Oui, donc ça c'est sur les 2 nouvelles slides que j'ai rajoutées. Ok, oui, donc sur l'intérêt renouvelé, donc là je suis plus dans les arguments, mais vraiment dans ce qui se fait actuellement au niveau français sur la nouvelle dynamique, on va dire, de la construction en terre. En 2018, il y a eu les premiers guides de bonne pratique. Parce que donc, pourquoi on dit intérêt renouvelé, mais en fait ça veut aussi dire que l'intérêt était un petit peu perdu avant. Et donc, sur quand même 50, 60 ans, il y a eu un arrêt quand même des constructions en terre. Et pendant ce temps-là, il y a eu beaucoup de développement normatif en France, du coup dans les matériaux de construction également, mais pas sur les matériaux de terre. Donc là, c'est un peu le redémarrage. En 2018, il y a ces premiers guides de bonne pratique. C'est vraiment le premier niveau pour avoir des règles de l'art établies par les praticiens. Et puis maintenant, on a un projet national terre, donc qui a commencé en 2021, et donc qui regroupe donc différentes actes de recherche qui ont été établis comme étant les verrous justement pour aller vers une réglementation et des normes qui seront donc issues de ce projet national. Donc je vais passer maintenant à des informations un peu plus, on va dire, scientifiques sur le matériau et ce qu'on parle de terre. Donc en fait, j'ai appelé ça voilà, matériau argileux, parce que vraiment la terre. Alors la terre, quand on parle de construire en terre, on ne parle pas de construire avec la partie de la terre qui est organique. Hein. On parle de construire avec la terre qui est en dessous du premier 50 cm ou du premier mètre. Donc c'est plutôt on va dire un sol et donc c'est composé de gravier, de sable, de limon et d'une partie fine. En géotechnique, souvent on dit voilà, en dessous des 2 mm, de 2 microns, pardon, en dessous des 2 microns, et cette partie-là donc comporte les argiles. Et ce sont ces argiles donc qui donnent leur propriété à la terre. Alors en fait, on a une définition chimique ou cristallographique un peu différente des argiles. Normalement, on dit les argiles, en fait, c'est pas simplement les particules de moins de 2 microns, c'est une composition chimique. Donc, j'ai peut-être pas rentrer dans tout le détail ici, j'ai quelques souhaits. Ici, voilà, mais c'est une organisation de silice et d'aluminium en feuillet. Donc typiquement, oui, je vous présente ici, là voilà, les silices se mettent en tétraèdre, les aluminiums on va dire en octaèdre, et avec ça on peut faire des empilements en feuillets, et ces feuillets, donc ici dans cette direction-là, peuvent être très grands, plusieurs microns. Par contre, en hauteur, ça fait quelques dizaines d'angstroms. Et
Et donc là, on a plusieurs types d'argiles qui vont donner leurs propriétés vraiment aux matériaux. Donc les argiles les plus simples, c'est si on fait simplement une seule répétition, tétraèdre, octaèdre, et puis là on a un vide, et puis on recommence tétraèdre, octaèdre. Ça c'est ce qu'on connaît, donc les kaolinites qui font les kaolins, les céramiques, les choses, les choses de ce type-là. Donc là, on a peu de liaison en fait entre les couches. On peut assez facilement les rapprocher. On n'a pas trop d'interaction avec l'eau dans ces matériaux-là. Et puis ensuite, finalement, la deuxième famille, elle n'est pas si compliquée que ça finalement. C'est juste, on rajoute encore un niveau de tétraèdre. Mais finalement, ça suffit à donner un peu l'idée des complexités sur les argiles. Rien qu'avec ce changement-là. Souvent, on a donc des charges qui ne sont pas respectées, donc on a des cations interférieurs qui se mettent dans les gaps à cet endroit-là, et ces ions-là, ils vont s'hydrater, et ils vont donner les propriétés gonflantes aux argiles. Donc c'est simplement, donc, et ces argiles-là, donc bon, illite, c'est peut-être moins, mais moyenite, c'est vraiment les argiles gonflantes, on dit aussi smectite. Donc c'est des argiles vraiment gonflantes qui font, on en parle quand même souvent dans les sols, le fait d'avoir des sols qui font beaucoup de retrait, des choses comme ça. Donc c'est typiquement ces argiles-là qui sont responsables de ces gonflements et de ces retraits. Alors après, nous, ce qu'on étudie au laboratoire, souvent c'est des choses très multi-échelles. Donc on a cette échelle de vraiment regarder les argiles et comment ils interagissent avec l'eau. Donc on peut représenter ici des feuillets d'argile et puis des molécules d'eau qui vont se mettre dans les interstices. Et puis après, on fait des changements d'échelle pour aller jusqu'à un matériau continu. Donc, ces feuillets d'argile à l'échelle des atomes s'empilent entre eux, forment des agrégats qui, eux aussi, du coup, peuvent être considérés comme des particules avec de l'eau interstitielle. Et puis, finalement, tout ça, ça forme une pâte d'argile qui est incluse dans un milieu où il y a une pâte, mais il y a également des inclusions qui sont nos sables et nos agrégats. Donc c'est un peu les différentes échelles auxquelles on étudie notre matériau. Et puis j'ai passé sur la question de la formulation et comment, à partir de cette vision, on peut comprendre nos matériaux et comment il est intéressant de les renforcer et de comprendre l'origine de leur résistance mécanique. Donc le premier point, c'est de voir que finalement on a ces argiles qui sont agrégées entre des grains. L'origine finalement de la tenue du matériau, c'est simplement des ponts capillaires. Donc de la même façon que quand vous avez deux grains, vous avez un petit peu d'eau qui reste entre les deux, ils sont attirés. C'est la même chose qui se passe finalement entre les feuillets d'argile. On voit ici, on dit il reste un petit peu d'eau et cette eau-là, elle est difficile à retirer et elle sert elle fait de l'adhésion finalement entre les plaquettes d'argile. Si on calcule les ordres de grandeur de ces forces capillaires, ça donne un bon ordre de grandeur de ce qu'on obtient pour la résistance de matériaux. Alors je ne sais pas si je rentre dans le détail du calcul, mais là c'est vraiment en ordre de grandeur assez simple. On dit on a un paramètre de notre, enfin finalement pour créer une surface ou séparer une surface, on a par rapport à notre surface besoin d'une énergie qui est une tension de surface. Donc ça donne c'est vraiment l'énergie pour une unité de surface donnée, on a gamma qui est l'énergie nécessaire pour créer cette surface. En fait, si on regarde vraiment en ordre de grandeur, pour l'eau, on a une tension de surface qui est de l'ordre de 10-1 newton par mètre. Si on pense qu'on a des grains qui sont de l'ordre de 1/10 de micron, à ce moment-là, pour séparer deux grains, on aura besoin donc, de gamma fois d au carré comme énergie. Comme on fait ça après donc à l'échelle macroscopique pour pour casser un échantillon, la question c'est combien on a de grains par unité de volume. Donc là on garde notre distance caractéristique d, on a d au cube, et finalement la résistance de notre matériau elle est de l'ordre de gamma sur d. Et là on trouve que c'est 1 mégapascal et c'est
à peu près l'ordre de résistance des matériaux argileux et des terres. Et ça donne aussi un des principaux problèmes, c'est que c'est pas tant que ça, 1 mégapascal par rapport à d'autres matériaux de construction. Alors on a aussi le fait que on a bien cet ordre de grandeur, voilà, de l'ordre de 1, 2, 3 mégapascal dans cet exemple-là. Donc on dit voilà, quand on sèche, quand on est très humide, on a un peu moins de 1, et puis quand on commence à être très sec, on a un peu plus que 3 mégapascal. Alors la question, c'est que c'est quand même assez faible si on veut construire, surtout si on veut construire sur plusieurs étages en zone urbaine. Donc les questions sont après qu'on développe au laboratoire, c'est savoir comment on peut augmenter ces résistances. Donc on ne peut pas tant ça jouer sur le gamma, on peut essayer de jouer sur d'autres paramètres. Alors ce qui est, oui, ça je peux passer. Ce qui est par exemple intéressant, c'est de jouer sur la porosité, donc essayer de mieux compacter nos matériaux. C'est ce qui est fait sur beaucoup de matériaux, comme sur le ciment. Ce qu'a peut-être un petit peu évoqué Jean-François sur les matériaux, sur les ciments, dire voilà, on essaie d'optimiser la compaction granulaire, mettre de plus en plus de grains de différentes tailles. Donc ça, c'est des choses qu'on travaille également sur les terres. Et finalement, ça nous donne, dans les premiers guides de bonne pratique d'ailleurs, les courbes granulométriques qu'il faut suivre pour formuler des terres. Et en fait, elles sont basées simplement sur donc, des empilements de grains. Et on dit, voilà, finalement, quand on a des grains, on cherche à mettre des plus petits grains dans les interstices. Et ça nous donne une courbe granulométrique qui est de ce type-là. Et puis, il y a quand même une autre courbe qui est si on veut que le matériau puisse quand même s'écouler. Parce que si on fait ça, on a vraiment un matériau qui est complètement compacté. Donc si on veut que les interstices soient de taille constante, à ce moment-là, on a une autre courbe ici qui apparaît. Et finalement, l'objectif dans nos formulations de terre, c'est d'essayer de se retrouver dans ce fuseau-là. Donc on peut récupérer des terres, par exemple des terres excavées qui ne correspondent pas à ce fuseau-là, et donc il faut à ce moment-là essayer de les compléter pour qu'elles retournent dans ce fuseau granulaire. Mais finalement, pour quand même réconcilier voilà, le ciment et les argiles, hein, on a des approches et une vision de ces matériaux qui sont très multi-échelles, qui sont finalement assez proches. Donc de dire on a tout un squelette granulaire et puis finalement à la fin on a un liant qui donne une résistance mécanique initiale. Et il y a quand même un problème de la terre par rapport au ciment, hein, c'est que voilà, le ciment c'est un liant hydraulique qui au contraire a besoin d'eau pour durcir. La terre c'est l'inverse, hein, on sèche et il y a un problème de tenue à l'eau. Donc c'est un problème qui peut être catastrophique. Hein. Si on a des remontées d'eau dans les matériaux, et ben à ce moment-là le mur va s'écrouler. Donc là voilà quelques exemples pour dire oui ça arrive vraiment. Alors souvent ça arrive dans les matériaux, justement, comme je disais au début, les gens veulent souvent cacher qu'il y a de la terre, donc ils mettent des enduits. Et quand ils mettent des enduits qui sont, par exemple, en ciment, justement, qui sont pas respirants, à ce moment-là, l'eau va condenser dans le mur, ou alors s'il y a des remontées capillaires, l'eau ne va pas pouvoir s'évaporer, va rester dans le mur, et donc l'eau s'accumule. À ce moment-là, il y a trop de condensation, trop d'eau, et à ce moment-là, le mur s'écroule. Alors que dans les murs, finalement, où on laisse la terre apparente, les murs, souvent, ils sèchent avant d'avoir une teneur en eau trop importante, et donc à ce moment-là, ils ne s'effondrent pas. Donc c'est quand même la faute du ciment quand la terre s'effondre, c'est ça qu'il faut retenir. Et donc, blague à part, on étudie donc beaucoup ce problème-là de résistance à l'eau au laboratoire, puisque donc c'est quand même un problème... et puis c'est un problème de sécurité, de dire qu'on va vendre on va de plus en plus essayer de construire avec des matériaux bas carbone, dont la terre, mais voilà, si c'est pour avoir des matériaux, des immeubles qui s'effondrent, ce serait quand même pas un succès, même si c'est un succès environnemental. Donc on cherche des techniques pour trouver des enduits. Des enduits qui sont hydrophobes, donc on peut mettre des additifs pour avoir l'eau qui ne rentre pas du tout dans la terre. Et puis sinon, on essaye de comprendre comment l'eau rentre dans le matériau et comment, même si elle rentre, on pourrait ralentir cette pénétration.
Donc on fait ça un peu à toutes les échelles. Là j'ai mis une photo par exemple de ce qui se passe à Sun City. Enfin, je ne sais pas si vous allez voir ou pas Sun City demain lors des visites. Donc c'est entre les deux bâtiments, là sur le parvis, il y a une boîte bleue et puis il y a donc des expérimentations qui peuvent se faire à grande échelle, et donc on a construit une maison en terre qu'on instrumente et où on suit, en particulier donc pour mes recherches, la dégradation donc des enduits avec simplement l'environnement, donc l'eau de pluie qui vient sur ces murs. Au niveau plus microscopique, on va dire au niveau du laboratoire, on étudie justement comment ces gouttes d'eau déjà tombent sur des surfaces. Là, donc, c'est des exemples avec des caméras rapides où on voit voilà, l'eau juste une goutte d'eau qui tombe sur une surface, et la différence entre les deux surfaces, c'était simplement la rugosité. Et on voit en fait que en augmentant la rugosité, on a en fait augmenté la taille d'étalement de la goutte. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde et qu'on mesure au laboratoire. J'ai pas mis la réponse à pourquoi ça faisait ça, mais en fait c'est des questions en fait d'évacuation de l'air dans la rugosité qui expliquent ça. Et puis au-delà donc de regarder ce qui se passe en surface, on a aussi des outils pour regarder ce qui se passe dans les matériaux, donc par rayon X. Et donc on peut suivre donc sur cette image l'entrée de l'eau sous la surface et voir quelle est la zone qui est humide dans notre matériau. Donc on peut la suivre également dans le temps. Et on voit que cette zone en fait, est beaucoup plus grande, de l'ordre de 3 fois plus grande de en fait, la taille d'eau apparente mouillée à la surface. En fait, cette zone mouillée, ce qui se passe, c'est qu'elle continue de se propager même quand il n'y a plus d'eau à la surface. Ça, c'est des choses qu'après, on a aussi regardé du coup, en faisant des expériences, mais cette fois-ci des expériences 1D, où là, on met juste de l'eau dans un tube, et comme ça, on peut bien suivre en 1D ce qui se passe. Donc voilà, oui, ça, c'est la petite animation. Voilà, l'eau rentre un peu en 2 étapes, si on veut. Et on voit bien ces 2 étapes aussi dans le temps. Donc dire qu'au début on rentre en racine du temps, et puis quand il n'y a plus d'eau en surface, on rentre très lentement, mais on continue de rentrer. Alors ça c'est plutôt embêtant, les gens n'avaient pas trop cette idée qu'une fois qu'il n'y avait plus d'eau en surface, on continuait d'avoir l'eau qui se propage. C'est embêtant parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de limitation dans le temps, à part le fait que l'eau va sécher si le soleil revient, mais voilà. Sinon, en fait, l'eau pénètre de façon infinie dans le matériau et du coup peut abîmer tout l'enduit sans limitation. Et puis pour finir, oui, j'évoquais rapidement sur les additifs. On étudie aussi les additifs. En fait, il y a beaucoup d'additifs qui sont utilisés. Comme je disais, la Terre c'est utilisé depuis des milliers d'années. Donc les gens ont quand même on n'est pas forcément on est les derniers, mais pas forcément les plus intelligents. Donc les gens ont testé déjà plein de choses à travers le monde et à travers les époques. Donc on regarde ça. Donc il y avait pour les questions d'hydrophobisation. On a aussi regardé pour les questions de stabilisation et de renforcement mécanique. Donc il y a des choses qui sortent. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait ça dépend beaucoup de la terre. Donc il y a vraiment beaucoup de liens entre les argiles et les additifs. C'est très difficile de faire des généralités, de dire tel additif il va être bien, il va renforcer la terre. On a souvent beaucoup de liens entre les types d'argile et les types d'additifs qu'il faut utiliser. Donc très localement, à travers le monde, les gens ont trouvé certains additifs qui permettaient de bien renforcer leur terre à eux localement. Et puis pour finir, mais ça j'ai déjà presque dit en fait, on a beaucoup de démonstrateurs donc ici à Navier, donc la maison, et aussi donc on a construit des petits murs de 2 mètres de haut pour suivre un peu toutes ces formulations et voir comment elles durent dans le temps. Et puis les projets qu'on fait actuellement, c'est donc vraiment d'utiliser des terres excavées et d'utiliser des fibres aussi végétales qui sont issues de déchets agricoles pour faire des matériaux donc, qui soient biosourcés et géosourcés. Et en plus de l'application donc nouveaux matériaux, on a aussi quand même un gros volet sur la conservation du patrimoine et des bâtiments existants. Donc voilà, pour conclure, je dirais que donc, la construction en terre, c'est quelque chose qui est déjà très répandu. On n'a pas forcément besoin
repartir de zéro. Par contre, on a beaucoup de choses par rapport à la compréhension des argiles, s'assurer qu'on arrive à contrôler l'interaction avec l'eau et qu'on fasse des matériaux avec des résistances mécaniques un peu meilleures si on veut construire sur plusieurs étages. Et puis sinon, après, au niveau de la formulation vraiment des matériaux, en fait, on est sur les matériaux du génie civil qui sont classiquement, donc avec toute une distribution granulaire à améliorer, à renforcer. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Pour commencer, j'en ai une. J'ai pas bien compris pourquoi est-ce qu'on a arrêté d'utiliser ces méthodes pendant à peu près 50 ans. Est-ce qu'on a des pistes d'explication Alors, j'ai pas regardé le documentaire d'hier soir sur l'après-guerre, mais je pense qu'il y a peut-être un truc. Je pense que donc voilà, il y a le béton qui a pris le relais. C'était, je pense que sur les constructions en terre, ce qu'on voit en tout cas de la façon dont les artisans qui construisent en terre construisent aujourd'hui, c'est clair qu'il y a un souci de productivité. Là, je montrais les différentes techniques. Justement, à part les briques compressées où il y a peu d'eau, les autres, il y a souvent beaucoup d'eau, et le pisé où il n'y a pas trop d'eau non plus. Les autres techniques, il y a beaucoup d'eau, et donc ça veut dire forcément beaucoup de temps de séchage avant de pouvoir soit prendre les briques, construire, soit si on a fait notre mur en bauge sur place, pareil, on construit 1 mètre. Il faut peut-être qu'on va réussir à construire 1 mètre, 1,50 m sur une année, et l'année suivante, on va construire le mètre suivant. Donc il y a vraiment là-dessus un souci de productivité, je pense, pour des constructions rapides. Et puis du coup, maintenant, on a entre guillemets raté le premier train, en tout cas sur les normalisations. Et donc il faut maintenant repartir avec cette technique qui était à des bas procédés, et puis se mettre au niveau de ce qui se fait aujourd'hui. On ne peut pas juste dire on va faire que progressivement, on est obligé d'avoir le standard qui sont actuellement. Ouais. Donc ton enjeu, c'est réduire l'empreinte carbone. Est-ce qu'on fait des choses ou est-ce qu'on a fait des choses sur les structures bois et paille? Parce que je sais qu'il y a des choses qui se font là-dessus. La paille, a priori, il y en aura tout le temps. Les bottes de paille, ça a une très bonne résistance mécanique, une très faible conductivité thermique. Ça tient à peu près à l'eau, bon, il faut enduire un petit peu. Quid de ce matériau qui est, pour le coup, pareil, durable, blablabla. Oui, alors sur le bois, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense bois et paille. Ouais. Donc ça, sur la filière bois déjà, je dirais oui, ça entre guillemets, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et maintenant c'est très développé. Sur la paille, je connais moins s'il y a eu beaucoup de travail. Enfin, ce que je connais moins, c'est peut-être la durabilité de ce matériau. Je vois bien à l'état initial de dire, voilà, il y a beaucoup d'air et donc ça va être très isolant, ça marche bien. Je connais moins des études sur le vieillissement de ces matériaux. C'est le même problème que pour la terre, en fait. Il y a des immeubles des immeubles en paille, ça existe, hein, qu'on s'entend à peu près, mais il faut qu'elles soient hyper bien, enfin il faut que les détails constructifs soient parfaits, il ne faut pas qu'il y ait d'humidité. C'est comme tu nous as montré, il ne faut pas qu'il y ait de remontée, quoi. Donc, mais ça marche bien la terre. Après, je ne sais pas si vous avez vu l'incendie qu'il y a eu à Montreuil il y a 15 jours, je crois, où une école maternelle là, qui était en construction bois-paille, a pris feu, parce qu'en fait le procédé est très sensible pendant les travaux, tant qu'il n'y a pas d'enduit, tant qu'il n'y a pas de BA13, tant qu'il n'y a pas de truc, et ça a pris feu, mais il faut voir les photos, le film sur Internet, sur YouTube, c'est monstrueux, hein, c'est un truc de fou, quoi. Alors ça a une boule de feu énorme, mais sinon oui, ça marche bien, oui, ça marche bien. Moi, je voulais juste il ne s'agit pas d'opposer le ciment et la terre. Moi, mon exposé, c'était sur la construction numérique. Et donc, la question, c'est... je pense qu'il n'y a pas de problématique spécifique avec la terre,
je pense qu'il y a des applications. Moi, je dis simplement qu'il faut du numérique pour augmenter la productivité, pour pouvoir augmenter aussi. Il y a une chose que j'ai pas dit, c'est que dans la construction, en moyenne, on estime à peu près à 10% d'un projet, du chiffre d'affaires d'un projet, pas des bénéfices, hein, du chiffre d'affaires en malfaçon. C'est-à-dire que c'est des trucs qu'on n'imagine même pas. Dans l'industrie, c'est 1%, quoi. Enfin, dans la construction, c'est 10% de malfaçon parce que tout est trop fait à la main, à l'arrache. Donc, moi, la Terre, je pense que d'ailleurs, je crois qu'il y a des applications constructives robotiques aussi avec de la Terre, non? Oui, sur la Terre, par exemple le pisé, donc là où il faut vraiment compacter. Donc, oui, il y a beaucoup de choses où on ne fait plus avec un simple pisoir. Maintenant, c'est déjà les artisans ils utilisent des machines pour piser. Et il y a des projets de faire ça de manière robotisée. Ouais. Il y a même de l'impression 3D de terre, hein. Et impression 3D par extrusion, oui, on en a aussi. Il y a des gens à Barcelone, là, tu vois bien. Ouais. Donc il y a des gens qui font l'impression 3D de terre. Donc là, justement, les questions de formulation sont encore plus importantes. Parce que quand on imprime en 3D, justement, il y a ce côté, quand on construit en terre, du coup, comme tu dis, c'est peut-être un peu à l'arrache, mais on se laisse du coup beaucoup de marge. Là, si on a des retraits qui se font entre 1 et 5%, forcément, il faut bien vérifier entre ce qu'on croit imprimer et l'objet final qu'on obtient, qui est la discordance. Merci pour cette présentation. Une question pour justement, vous parliez d'immeubles ou de constructions qui étaient assez grandes, dans des endroits qui sont très secs. Est-ce qu'on peut imaginer ça en France? Et une autre question sous-jacente, c'est les briques, quand elles vont avoir ce rôle d'éponge, elles se dilatent. Et auquel cas, est-ce que lorsqu'on va en mettre une cinquantaine les unes sur les autres, on a un risque d'avoir des fissures ou d'avoir des constructions qui s'endommagent? Oui, bonne question. Alors finalement, les deux sont assez reliés, hein, parce que du coup, c'est lié à l'humidité en fait. Hein. Dans ces pays-là, il fait très sec et il n'y a pas beaucoup de variations de l'humidité, en tout cas pas suffisante pour qu'il y ait des variations sur l'épaisseur. Donc les briques ont des résistances mécaniques plus élevées que ce qu'on peut avoir en France si on dit qu'on est autour de 50-60% d'humidité. Je pense que c'est surtout ça le point qui fait qu'avec de la terre crue, simple, c'est difficile de construire sur plusieurs étages en France. Et justement, il y a des choses avec le CSTB qui lui donnent des accords. Et souvent, ça bloque pour faire des constructions structurelles en terre seule en France. Donc après, il faut faire soit avec une structure en bois, une structure mixte ou des choses comme ça. Et puis sur la question de l'humidité sur le gonflement, donc là où je parlais de tampon Y, globalement, l'idée c'est pas que la brique entière gonfle, hein. C'est plutôt sur quelques millimètres où ça va suffire à faire le tampon hydrique. C'est pas la brique entière qui a besoin de gonfler pour stocker l'humidité. En effet, si on imagine qu'il y a un gonflement, une prise de masse sur la brique entière, à ce moment-là, il y aura un gonflement important. Et moi j'ai une question sur la qualité de la terre, c'est-à-dire la terre c'est pas la même partout. Et comment on fait quand c'est une région où il y a des petits granulats dedans, comme en Bretagne, ou du sable par exemple comme en Aquitaine? Oui, alors donc c'est pas la même partout, mais justement donc il y a plein de modes de construction possibles, ce que je disais au début. Donc par exemple c'est vrai que je parlais du pisé, j'ai pas été dans le détail de tout ça, mais c'est vrai que souvent c'est lié à des régions. Donc je sais plus où j'ai mis un truc avec différents types. Souvent par exemple le pisé c'est fait dans les régions où il y a beaucoup de gravillons, voire de cailloux. Et puis inversement, des techniques plus comme la bauge ou la daube, ça va être plutôt en Bretagne. Là, on a des terres, on va dire, pas forcément plus argileuses, mais en tout cas avec moins de gros granulats. Donc les techniques peuvent s'adapter justement à ces variabilités-là. Je pense que c'est l'idée. Après, c'est une question qui est souvent posée de dire aussi, est-ce que justement, avec une terre où on fait classiquement dans la région de la bauge, est-ce qu'on pourrait quand même faire du pisé ou pas? Donc ça c'est une question finalement très moderne, hein, de vouloir faire
je sais pas, différemment de ce qui s'est fait pendant les 200-300 dernières années, mais parce qu'on a vu ça à la télé, donc il n'y avait pas forcément ça avant. Donc les gens se disent, ah, voilà, je veux du pisé alors qu'ils sont en Bretagne. Donc déjà, souvent les maçons actuellement sont plutôt récalcitrants, parce que justement, ils n'ont pas beaucoup de retours. Il n'y a pas forcément des outils scientifiques très clairs pour dire, bah, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable. En pratique, bah, c'est faisable dans la mesure où bah, le maçon fasse attention. Comme je dis, s'il prend une terre qui va faire beaucoup de retrait et il fait une technique avec une terre qui en prévoyait pas beaucoup, bah, il faut qu'il prévoie des joints, qu'il s'adapte, enfin voilà. Mais il y a rarement des grands problèmes. Après, sur la région Aquitaine, je connais moins la terre là-bas. Si, il y en a quand même au sud, dans... Voilà, oui, il y a beaucoup de sable. Après, je pense qu'il y a quand même du pisé hein, dans la région de Pau, des trucs comme ça. Non, moi j'avais une question un peu pratique. En tant que particulier, si on veut construire une maison, par exemple en briques terre crue, c'est sans étage, sans rien, et qu'on est dans une région pluvieuse avec potentiellement des risques sismiques, c'est quand même envisageable ou pas? Ouais, alors sur le risque sismique, je pense qu'on a le même problème qu'avec toutes les maçonneries, je pense. Après, sur le fait de dire est-ce que c'est possible en termes de est-ce que c'est disponible aujourd'hui, c'est peut-être ça c'est plutôt ça la question. Est-ce que c'est accessible surtout pour un particulier ou c'est plus du projet Oui, alors si c'est accessible. Alors déjà voilà, il y a des maçons qui construisent en terre aujourd'hui. Alors il y en a pas tant que ça. Donc c'est aussi des enjeux d'ailleurs de formation. De former des maçons et des architectes pour construire en terre. Donc là, on a des formations. Alors à l'école des ponts, bah là, on va mettre en place une semaine terre pour les étudiants du cycle ingénieur. C'est pas les maçons. On ne sait jamais, tu sais, ils bifurquent après, ils bifurquent. Et puis, au niveau de l'école d'architecture qui est à côté aussi, ils font des formations pour les architectes sur la terre. Et puis, mais globalement, on a quand même cet enjeu de dire, bah, la demande augmente, il n'y a pas encore toutes les formations, et puis même s'il y a des formations, c'est souvent, enfin, il y a quelques formations comment ça s'appelle, en CPF, c'est ça, là, voilà, formation continue, des choses comme ça. Voilà, ça se structure, on va dire. Si en pratique on veut trouver, il y a des associations, je sais pas, il y a une qui s'appelle Aster par exemple, il y a des associations qui regroupent, donc sur des sortes d'annuaires, si on veut trouver un maçon qui veut construire en terre. On peut aussi avoir, il y a des briques qui se vendent, d'ailleurs Cycleterre, donc c'est un des projets qui a été fait en région parisienne avec des terres excavées. Donc c'est des briques compressées, et donc on peut acheter des briques compressées en terre pour construire en terre. Donc on peut construire en terre. En pratique, quand même, un des problèmes, c'est qu'il y a peu de maçons, donc beaucoup de délais pour construire, et c'est quand même beaucoup plus cher qu'une construction conventionnelle. Quand même. Je sentais qu'il y a un petit peu ça dans la question. Mais... Il y a des guides de bonne pratique. Et après, sinon, c'est côté maçonnerie. Il faut aller sur les normes côté maçonnerie. Ouais, j'avais une question rapide sur les performances thermiques et acoustiques de la Terre par rapport au parpaing classique. Oui, alors, je réfléchis. Alors non, thermique, c'est pas si bien que ça. En fait, c'est pas spécialement isolant la Terre. Après, ça dépend. Si on fait de la terre allégée, comme là, par exemple, avec de la paille, on gagne
on gagne en porosité, on s'améliore, mais si on a juste de la terre simple, le côté isolation thermique, c'est pas du tout un point important, un point où on gagne avec la terre. Par contre, sur l'acoustique, je pense que oui, mais j'ai pas de chiffres qui me viennent là tout de suite en tête. Je pense qu'en acoustique, c'est un peu mieux qu'un mur conventionnel. Par contre, en thermique, on peut dire, si on veut, c'est comme du béton. C'est pas mieux que du béton pour de la terre. Après, il faut mettre quand même, il faut quand même mettre un isolant. Ça contient pas l'isolant. Il y a des techniques quand même. Là, par exemple, sur les remplissages de structures en bois, où là, ça rejoint un peu les remarques tout à l'heure de Laurent sur la paille, où il y a des techniques de paille qui en fait sont tenues avec de l'argile. On mélange argile et paille. Mais sinon, l'argile en soi, c'est pas isolant. Bien, merci beaucoup. Merci. Donc on va... ok, très rapide. Après, on va attaquer sur la pause café. C'est quand même la pause après. Hein. C'est un moment difficile pour la dernière question. Hein. Une question pour faire le lien avec l'exposé d'avant. En fait, c'est les problèmes qu'on soulève là, de qualité, de contrôle, de mise en œuvre. Est-ce que la préfa pourrait pas être une solution? Et est-ce qu'il existe des solutions préfabriquées? Je crois, mais c'est pas clair. Mais je crois qu'il existe des gens qui essaient de faire de la préfabrication de terre. Alors sur ceux qui font des BTC, du coup, souvent c'est préfabriqué, c'est-à-dire les briques compressées. Donc ils font les briques compressées. Il y en a qui font des grosses briques. Hein, des briques, ça existe des blocs, on va dire, BTC, mais en blocs qui font 2 mètres de l'eau et qui... celui-là, est-ce qu'il l'a pisé sur place? Le pisé aussi, oui. Celui qui fait... En pisé préfabriqué, ça existe, oui. Là, le bâtiment qui a été fait à Confluence, à Lyon, il a été fait en pisé préfabriqué. Donc il y a des choses, il y a des choses qui se font. Après, on a fait aussi des études. En fait, le problème, c'est de regarder d'où on part. En fait, quand on part des maçons actuellement qui font de la terre, ils sont pas tout à fait favorables à ces solutions-là si on doit avoir des transports importants. Parce que si tu pars de dire j'utilise de la terre locale avec peu de procédés, si tu rajoutes qu'en fait tu fais en préfabriqué et que tu fais un transport de plus de 50-80 km, tu retrouves quasiment les performances environnementales d'un parpaing. Donc le transport joue beaucoup, et donc il faut faire du préfabriqué, mais rester local pour être pertinent environnementalement. Merci Laurent, merci encore pour cette présentation.